Si ce podcast de Ciel et Espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Il y a 30 ans cette année, l'Europe abandonnait son projet de navette spatiale. Installé au sommet d'une fusée Ariane 5, Hermès aurait pu décoller au tournant du XXIe siècle en emportant 3 astronautes européens depuis la base de Kourou. Ce ne fut pas le cas et en France, particulièrement pour les ingénieurs qui avaient porté ce projet, ce renoncement a longtemps été vécu comme un traumatisme. 3 décennies plus tard, à l'heure où l'idée de vol autonome habité ressurgit en Europe, peut-on enfin se pencher sur l'héritage du programme Hermès ? Qu'est-ce qui a motivé son abandon et est-ce que la navette spatiale européenne pourrait ressusciter bientôt ? François Leproux, auteur du livre Hermès, une ambition en héritage, est notre invité. Bonjour François Leproux. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous remercie. Vous êtes ingénieur en systèmes spatiaux et sciences des matériaux, membre de l'Association aéronautique et astronautique de France, dont vous présidez d'ailleurs la section régionale Grand Est, et donc auteur aux éditions JPO d'un très intéressant ouvrage consacré à Hermès. Alors c'est un livre dépassionné, je dirais, qui raconte l'histoire de ce programme et analyse les raisons de son échec avec un recul qui est bienvenu. Il devrait d'ailleurs nous éclairer sur les décisions importantes qui seront prises cette année concernant l'Europe spatiale, on y reviendra peut-être. Avant cela, je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Parce que vous êtes un jeune ingénieur, vous n'étiez probablement pas né lorsque Hermès a été abandonné en 92. Alors pour vous, est-ce que toute cette histoire n'est pas un peu poussiéreuse, en tout cas pour votre génération qui a plus souvent les noms de SpaceX ou Elon Musk à la bouche ? Alors vous l'avez dit vous-même, effectivement l'objectif de cet essai était d'apporter un œil dépassionné sur le projet Hermès. Lorsqu'on est un ingénieur en aérospatial, en France et en Europe, on peut être fier de voir justement de grandes réalisations, notamment Ariane, mais on peut avoir une petite frustration de ne pas avoir vu l'Europe s'être lancée dans le domaine des vols habités. Particulièrement au début de mes études, il y avait aux États-Unis toute une dynamique qui s'est concrétisée par les vols commerciaux de SpaceX, qui commencent depuis 2 ans, autour du renouveau des vols spatiaux habités à l'abandon de la navette spatiale américaine. Et en Europe, il n'y avait aucune discussion à ce sujet. Cette situation était assez frustrante compte tenu de toutes les capacités que peut avoir l'Europe spatiale, que ce soit dans le domaine des satellites, des lanceurs, mais également des vols habités, par exemple à partir de la participation à la Station spatiale internationale. Mais malheureusement, en Europe, il n'y a jamais eu de volonté de réunir toutes ces briques technologiques pour avoir un accès indépendant à l'espace pour ces astronautes, ou en tout cas, il n'y en a pas eu depuis 30 ans, depuis la fin du programme Hermès. Et je pensais qu'il était effectivement intéressant, dans ce moment où l'Europe aurait tout intérêt à se relancer dans un type de projet similaire, à analyser les causes de l'échec d'Hermès. On verra d'ailleurs qu'il y a des leçons évidemment à retenir de cet échec et dont on espère qu'on ne les reproduira pas dans les années qui viennent. Donc cette ambition en héritage qui fait le titre de votre ouvrage, c'est l'ambition en fait de votre génération. D'une certaine manière, en fait, il y avait eu, on va dire, dans la foulée du développement de l'Europe spatiale dans les années 1970, une très forte volonté d'autonomie stratégique en Europe. Donc, ça a été porté par le fait qu'on ait développé Ariane 1. L'objectif, c'était de se passer des lanceurs américains pour lancer des satellites géostationnaires de télécommunications en Europe. La fusée Ariane 1 a donné toute une gamme allant jusqu'à Ariane 5, avec des puissances de plus en plus conséquentes, permettant d'envisager des missions scientifiques de plus en plus complexes, de plus en plus ambitieuses, et également la réalisation d'une stratégie de vol spatiaux habités autonomes qui se serait basée effectivement sur le lanceur Ariane 5 pour lancer d'une part une mini-station spatiale, Columbus, et d'autre part la mini-navette Hermès. Et donc toute cette ambition d'autonomie stratégique européenne, elle est allée assez loin dans les années 1980, au plus fort de la guerre froide, avant finalement de tomber à l'eau, justement, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc socialiste en Europe de l'Est. Et malheureusement, depuis 20 ans, pendant une trentaine d'années, il n'y a plus eu une telle volonté en Europe. Depuis quelques années, on voit de nouveau
apparaître une volonté d'avoir une autonomie stratégique en Europe qui porte aussi bien sur des sujets technologiques, avec notamment les microprocesseurs, sur des sujets de défense, avec des grands programmes européens de défense comme l'avion de combat du futur, mais également avec l'Europe spatiale et notamment des annonces qui ont pu être faites au sommet de Toulouse il y a quelques semaines. Alors venons-en, si vous voulez bien, au concept d'Hermès, cet avion. Alors c'est un avion spatial, hein, une navette dès le départ, qui devait être juché en haut d'Ariane 5. Alors au début, ça devait être Ariane 4 d'ailleurs. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce programme. Alors le projet Hermès naît en fait de réflexions qui ont lieu au Centre national d'études spatiales, le CNES, au milieu des années 1970, quand on commence à envisager des évolutions justement du lanceur Ariane, qui doit se décliner sur une gamme de plus en plus puissante, allant jusqu'à Ariane 4, qui reprend une partie des technologies d'Ariane 1. Et à ce moment-là, le CNES commence à se demander quelles applications on pourra faire de ces lanceurs. Il y a également dans les années 1970, qui correspondent au développement de la navette spatiale américaine, toute une, comment dire, on imagine à cette époque-là que l'orbite basse va s'industrialiser et qu'on va développer dans des stations spatiales robotiques un certain nombre de produits qui pourront être ensuite ramenés sur Terre, notamment des médicaments, des matériaux spéciaux qui ne peuvent être fabriqués qu'en zéro gravité. Donc on imagine que toute une économie va se développer et qu'il nous faudra des moyens pour y amener des techniciens, mais également pour ramener ces produits sur Terre. Donc à ce moment-là, le CNES envisage deux types de véhicules, soit une capsule, soit un avion spatial. L'option de l'avion spatial est préférée à celle de la capsule, justement parce que ça permet de ramener des échantillons en douceur sur Terre comparé à une capsule, mais également du personnel. Comme je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas forcément d'amener des astronautes ultra spécialisés, mais plutôt des opérateurs pour manipuler dans ces stations spatiales qui seraient finalement des petites usines. Et donc, on préfère l'option de la navette, car ça permet de ramener plus en douceur du personnel qui serait moins entraîné que des astronautes professionnels. D'une certaine manière, c'était Frédéric Dallès, le responsable du projet Ariane, qui pointait le fait qu'il y avait une certaine contradiction dans le projet Hermès. C'est qu'à la fois, on voulait que ce soit un véhicule suffisamment technologiquement intéressant pour que les industriels se greffent au projet. Donc, c'est pour ça qu'on choisissait un avion spatial. Ça rappelait finalement un petit peu le Concorde développé 15 ans plus tôt. Mais il fallait également que ce soit un véhicule suffisamment simple pour servir, selon ses mots, de camionnette de l'espace. D'ailleurs, c'est à Frédéric Dallès qu'on doit ce nom d'avion Hermès, avion spatial Hermès en 77, si j'ai bien lu votre livre. Très rapidement, on se rend compte que Ariane 4, qui est déjà dans les cartons, si j'ose dire, ne sera pas assez puissante pour lancer Hermès. Finalement, très vite, le programme est consubstantiel, enfin complètement conjoint avec le programme Ariane 5. C'est-à-dire que Ariane 5 et Hermès sont très tôt jumelés. Tout à fait. En fait, du point de vue de la France, notamment, Ariane 5, Hermès et la mini-station Columbus devaient former un seul paquet qui devait être étudié dans la décennie des années 1980 aux années 1990. En fait, Ariane 5 n'a pas été étudié pour Hermès. L'objectif était vraiment d'atteindre un objectif du lancement double, voire du lancement triple de satellites géostationnaires, mais elle n'atteignait un niveau de puissance tel qu'on pouvait envisager de l'utiliser pour du vol habité. À ce niveau-là, d'ailleurs, la stratégie européenne d'avoir une Ariane 5, qui est l'Ariane 5 qu'on connaît aujourd'hui pour les lancements de satellites, et une dédiée aux vols habités avec Hermès, était certainement plus intéressante que la stratégie qu'il y avait aux États-Unis de faire voler à la fois des charges utiles et des astronautes à bord du même engin, la navette spatiale américaine, car les contraintes pour du transport de satellites et des contraintes pour du transport d'astronautes se nuisent mutuellement d'une certaine manière. Avec les systèmes de survie de l'équipage, on perd de la charge utile qu'on peut envoyer sur orbite. Avec tout les si on veut être compétitif sur le marché du lancement des satellites, on est obligé de négliger un peu de la sécurité pour l'équipage.
Ça, c'est un problème que l'on n'aurait pas eu avec le duo Ariane 5 et Ariane 5 Hermès. Oui, parce qu'on est sur un concept qui est totalement modulable. Je rappelle la définition, les études Ariane 5 en avril 84, hein, donc ça nous amène loin, mais en tout cas c'est très intéressant de voir que c'était un système totalement modulable qui pouvait à la fois lancer 2 satellites de 3 tonnes en orbite géostationnaire ou 18 tonnes en orbite basse à 550 km, ou bien lancer Hermès, donc véhicule habité. Cette modularité, c'était la force du programme, mais en même temps, rapidement, on se rend compte à la lecture de votre ouvrage que ça a été aussi sa faiblesse, en quelque sorte. Oui, car finalement, autant du point de vue de la France, c'était très clair que Ariane 5 devait être développé conjointement avec le programme Hermès. Dans les faits, ça ne s'est pas passé de cette manière, notamment pour une raison très simple, c'est que les équipes qui travaillaient sur Ariane 5 ne travaillaient pas sur Hermès et vice-versa. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'échange continu d'informations entre les deux équipes. Et très régulièrement, en fait, les équipes qui travaillaient sur Hermès, au sein des industriels comme Aérospatiale ou Dassault Aviation, venaient voir les équipes qui travaillaient sur Ariane en leur montrant un bilan de masse qui ne faisait qu'augmenter. Alors que du point de vue des équipes d'Ariane, il fallait que le bilan de masse soit figé dès le départ. Donc au bout d'un moment, à la fin du projet, au début des années 1990, on en est arrivé à un point tel que Ariane 5 n'aurait plus été capable de lancer Hermès telle qu'elle était définie. Donc la masse en fait de cette navette n'a cessé de grandir, en particulier pour ces questions justement de ces capacités de vol habité. Donc les systèmes habitables nécessitent beaucoup plus de place d'une certaine manière, beaucoup plus de masse. Il y avait des points durs qui sont très très tôt identifiés dans cette idée d'avoir une navette spatiale. L'aérodynamique, c'est très compliqué quand même quand on fait revenir un véhicule comme une navette. Le bouclier thermique, c'est quelque chose dont on n'avait pas d'expérience, puisque contrairement aux Américains ou aux Russes qui faisaient déjà du vol habité, nous n'en avions pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points délicats, enfin des défis qu'il aurait fallu surmonter à l'époque en Europe? Absolument, comme vous l'avez dit, en Europe et en France, il n'y avait pas d'études sur l'aérodynamique à très grande vitesse, ou en tout cas très peu. Il faut se rappeler qu'avant d'avoir fait la navette spatiale américaine, les Américains avaient fait voler une vingtaine de prototypes, c'était les X-Planes, notamment le X-15, pour tester justement le pilotage à très grande vitesse. En Europe, les études en aérodynamique s'étaient limitées autour de Mach 2, Mach 3 en France, avec la famille des avions Mirage proposés par Dassault notamment, et avec toutes les études qui concernaient la force de frappe nucléaire et les têtes de rentrée des armes nucléaires françaises. Cependant, c'était à des échelles totalement différentes de celles d'un véhicule spatial comme Hermès, et il aurait fallu effectuer beaucoup d'essais pour recaler les modèles proposés par Dassault. Dassault avait d'ailleurs proposé de fabriquer un démonstrateur à échelle réduite qui se serait appelé Maya. Dans la mythologie, Maya était la mère d'Hermès, d'ailleurs, pour valider ces modèles. Un deuxième point particulièrement juste pour revenir sur l'aérodynamique, il faut quand même noter que Dassault a proposé Dassault Aviation, qui s'est donc occupé de la partie aérodynamique, a proposé un modèle très poussé et considéré encore à l'heure actuelle comme très bon pour justement effectuer une rentrée atmosphérique, puisqu'après l'annulation du programme, même les Américains ont fait appel à Dassault pour redessiner les ailes d'un prototype qui s'appelait le CRV. L'objectif, c'était d'avoir une chaloupe de sauvetage pour l'ISS. Et les Américains ont fait appel à Dassault qui ont pu réappliquer le même modèle que pour Hermès. Donc malgré tout... il y a eu une descendance au moins américaine de ce programme. Absolument. Donc, c'est pour montrer que même s'il n'y avait pas eu toutes les études faites aux États-Unis et en Russie, la France avait quand même visé très juste avec ce projet. Un autre point technique assez bloquant, vous me disiez vous-même, c'est lié au vol habité, c'est le point de la sécurité. Les années 1980, donc les années d'études d'Hermès, ont été endeuillées par la catastrophe de Challenger et la disparition de son équipage au décollage. Donc ça a amené les équipes européennes à imaginer des systèmes de sécurité très renforcés, très durcis, notamment avec une capsule de sauvetage ou des sièges éjectables, afin de garantir la survie de l'équipage en cas de défaillance du lanceur. Et ça a fait augmenter terriblement la masse d'Hermès.
Et c'était vraiment donc effectivement un des points durs, cette augmentation de la masse et donc cette adaptation aux lanceurs qui était devenu de moins en moins possible. Donc c'est un programme qui quand même a bénéficié d'un fort soutien, notamment en France, à ses débuts. Vous citez plusieurs fois le président de la République à l'époque, François Mitterrand, qui manifestement soutient ce projet. Une maquette à l'échelle 1 est même exposée au Salon du Bourget en 1987. C'est aussi le moment, 1987, où ce programme qui, il faut bien le dire, était à l'origine, enfin ce programme de vol habité qui est quand même très français, très franco-français, initié par le CNES en particulier, c'est à cette époque, en 87, qu'il passe sous le giron de l'ESA. La France européanise, entre guillemets, son concept, son ambition. Ça fonctionne, ça? Dans les premières années, cela semble fonctionner assez bien. En fait, en 1985, la France propose pour la première fois d'européaniser le projet Hermès au sein d'une réunion de l'ESA, justement en proposant tout un paquet qui comprend Hermès, Ariane 5 et la mini-station Columbus, qui est plutôt portée par les Italiens et par les Allemands. La plupart des pays trouvent le projet intéressant, mais pas suffisamment abouti pour que l'ESA puisse travailler sereinement dessus, notamment en Allemagne, qui voit plus un projet de prestige, un projet d'ingénieur, mais sans réelle utilité scientifique ou technique. Du coup, la France va de son côté commencer les études, et petit à petit, les autres pays européens vont se greffer sur le projet, notamment la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Autriche. Et finalement, l'Allemagne va décider de rejoindre le projet plus par pragmatisme afin de ne pas passer à côté de toutes les retombées industrielles qu'aura la France grâce au projet que par réelle conviction. Et c'est comme ça qu'en 1987, l'ESA décide d'adouber le programme d'une certaine manière. Dans les premières années, cela fonctionne relativement bien. Ce qui pose un peu problème, c'est le partage des tâches industrielles, car la France avait déjà partagé des contrats entre ses industriels, notamment Aérospatiale, qui aujourd'hui est devenu Airbus, et Dassault Aviation. Et du coup, les grands industriels allemands, italiens et néerlandais se retrouvaient lésés au niveau de la distribution des contrats. Et parallèlement, il faut le dire aussi, l'Allemagne s'est lancée, enfin dès 86, dans le développement d'un avion spatial aussi indépendant, le Sanger. Oui, absolument. Pour l'Allemagne, l'objectif n'était pas forcément d'avoir un avion spatial opérationnel à court terme, comme le voulait la France avec Hermès. C'était davantage un programme de prospection euh, qui aurait visé finalement à remplacer le lanceur Ariane 5 d'ici le début des années 2000. Donc Sanger, c'est un projet beaucoup plus ambitieux finalement qu'Hermès, et que l'objectif c'est d'avoir un petit avion spatial qui déconne sur le gros d'un gros avion hypersonique qui serait largué en haute atmosphère et qui serait capable de se mettre sur orbite par ses propres moyens. Donc c'est un programme beaucoup plus ambitieux qui reprend finalement certains principes développés en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'Allemagne a également proposé au sein de l'ESA, mais qui a été totalement occulté par la machine de guerre qui était Hermès. Alors donc on comprend que donc le projet s'européanise, l'Allemagne y va un peu à reculons d'une certaine manière. Il y a un autre événement qui va quand même peser lourd finalement dans l'abandon in fine du programme, c'est quand même la réunification allemande. C'est-à-dire que les Allemands rapidement finalement réduisent leur budget au programme. Absolument. Entre 1987 et 1990, il y avait déjà souvent des doutes exprimés de la part de l'Allemagne, qui reprochait à la France de garder la plupart des contrats industriels pour elle. La France répliquait évidemment que, étant donné que c'était ces industriels qui avaient les meilleures capacités, il était tout à fait normal qu'elle les privilégie. Donc bon, déjà, ça créait pas mal d'incompréhension. La plupart des scientifiques allemands étaient opposés au programme Hermès, car ils n'y voyaient pas d'intérêt scientifique ou opérationnel. Effectivement, lorsqu'il y a la réunification de l'Allemagne à la chute du mur de Berlin en 1989, l'Allemagne doit débloquer d'urgence énormément d'argent pour remettre à niveau les infrastructures de l'Allemagne de l'Est, et une partie des projets scientifiques et technologiques vont être sacrifiés dans cet objectif, et c'est notamment le cas d'Hermès. L'Allemagne avait déjà fortement réduit la participation budgétaire qu'elle avait promis en 1987, en 1990, elle annonce purement et simplement qu'elle va la supprimer.
Et là, finalement, le programme, évidemment, le poids du financement repose un peu plus sur les épaules de pays comme la France et ses partenaires. Parallèlement, vous avez expliqué ces problèmes de gouvernance, qui est maître d'œuvre, qui est vraiment responsable du projet. On crée d'ailleurs une société Euro-Hermes Space en 1992, je crois, pour régler tout ça. Ça fonctionne pas complètement. Les problèmes de gouvernance restent présents. C'est ça. D'une certaine manière, le regroupement de tous les industriels autour d'un industriel unique, Hermes Space, était malgré tout une très bonne idée. Le problème, c'est que on va dire, la création de ce consortium intervient beaucoup trop tard, vu que lorsqu'il est créé, les politiques et les décideurs ont déjà plus ou moins décidé de l'abandon d'Hermès. Donc, on va dire que c'est une tentative un peu vaine des industriels de sauver le programme, mais malgré tout, était quand même très intéressante, vu que ça montrait que c'était pas seulement un problème au niveau des nationalités, vu que les industriels français étaient tout à fait enclins à travailler avec les industriels allemands et italiens, et d'une certaine manière, ce consortium annonce un petit peu l'union de Safran et d'Airbus 20 ans plus tard au sein d'Ariane Group. Donc là encore une descendance pour cette stratégie industrielle. Donc on est dans des années, donc début des années 90, années compliquées pour le programme, on le comprend, tout début des années 90. 1991, décision d'étaler les budgets dans le temps, donc on se rend compte que le premier vol qui était prévu pour 98 est repoussé pour 2002. Tout le monde comprend bien que le programme est en train d'être abandonné, d'autant qu'il y a des débats vifs, même en France d'ailleurs, sur l'opportunité, l'utilité. Vous avez parlé des doutes de l'Allemagne quant à l'utilité du vol habité. Ces doutes se développent aussi en France, puisque l'Académie des sciences publie des rapports assez durs avec cette idée de la nécessité du vol habité. Jacques Blamont, qui est un premier, je crois, directeur du CNES, et donc un historique qui était au départ assez favorable à cette idée, finalement milite aussi pour l'abandon. En tout cas, il est beaucoup plus pour les vols automatiques. La plupart des scientifiques embrayent sur cette position. Ce sera d'ailleurs beaucoup la position des scientifiques français, peut-être encore aujourd'hui, à propos du vol habité. Ils préfèrent les vols automatiques. Donc ce débat en France affaiblit un peu plus le programme. Et finalement, vous citez Hubert Curien, qui lui aussi était un partisan, un des promoteurs d'Hermès dans les années 70, qui en 92 finalement admet que l'orbite basse, c'est finalement peut-être pas l'Eldorado qu'on pensait. Cette industrialisation dont vous avez parlé, on ne la voit pas venir. Il n'y a plus d'objectifs à Hermès. Effectivement, les objectifs qui avaient été assignés à Hermès ressemblaient davantage à une justification du programme, à une justification un petit peu forcée du programme, qu'à un réel besoin. Au début des années 1990, le contexte a énormément changé par rapport à 15 ans auparavant. En effet, l'Union soviétique s'est effondrée, donc avec elle la course aux armements et donc la course à l'espace. L'Union soviétique s'étant effondrée, il est beaucoup plus facile désormais de coopérer avec la Russie, quoique la France avait toujours eu des facilités à coopérer avec l'URSS, notamment dans le domaine des vols habités. Les États-Unis également réduisent énormément leurs budgets spatiaux. La navette spatiale s'avérait très compliquée et très coûteuse à opérer, donc il y a beaucoup moins de vols que prévu. Et tout cela conduit finalement à abandonner ces espoirs d'une industrialisation de l'Europe. On est également à une époque où, après des grandes catastrophes industrielles, notamment celle de Tchernobyl, on parle beaucoup de ce qu'on appelle on va dire des politiques du moindre risque et du principe de précaution. Donc le principe de précaution invite à ne pas se lancer dans un projet aussi complexe qu'Hermès. On est également au niveau de la construction européenne, au niveau de la signature du traité de Maastricht et de l'institution de l'euro comme monnaie unique. L'institution de l'euro comme monnaie unique oblige tous les États européens à assainir leurs finances publiques et donc à réaliser des coupes budgétaires importantes. Donc forcément, les programmes scientifiques pâtissent de ces coupes budgétaires.
Donc tout cela fait qu'effectivement, l'époque n'est plus à des grands projets spatiaux comme l'était Hermès. Et en France particulièrement, la réduction des déficits va être la priorité. Hermès, dans ce contexte, n'est plus vraiment un projet qui va être soutenu. Vous l'expliquez d'ailleurs assez clairement dans votre livre. À l'époque, on a un peu fait porter le chapeau aux Allemands, dont on a compris qu'ils étaient assez réticents dès le début, mais vous avez l'air de dire que finalement, ça s'est décidé à Bercy, cet abandon d'Hermès définitif. Oui, il est certain que l'Allemagne a mis des bâtons dans les roues du projet tout le long du projet, parce que l'Allemagne n'a jamais réellement souhaité d'un projet d'avion spatial européen. Elle aurait préféré financer d'autres projets plutôt en coopération avec les États-Unis. Cependant, il est vrai que la France a d'une certaine manière fait porter tout le chapeau de l'abandon d'Hermès à l'Allemagne afin de se disculper de ses propres responsabilités, notamment le fait d'avoir caché les oppositions de personnes comme Hubert Curien et de tous les scientifiques qui s'opposaient au programme, le fait d'avoir certainement manqué d'une certaine transparence dans l'attribution de sa contrat industriel. Dassault aurait certainement été l'industriel le plus pertinent pour réaliser Hermès, mais on lui a préféré Aérospatiale, car Aérospatiale est une société publique. Donc, il y a eu un certain nombre de torts dans la gestion du projet qui incombait à la France. Il est certain que la décision finale d'arrêter le programme a été prise en France, alors que d'autres solutions pour pallier au manque de financement de la part de l'Allemagne avaient été proposées, notamment un rapprochement avec la Russie. Hmm. Alors, on comprend que c'est une histoire industrielle qui a marqué profondément les gens qui ont travaillé là-dessus, en particulier les ingénieurs qui ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. Vous en avez rencontré plusieurs d'ailleurs hein, pour faire votre livre. Aujourd'hui, est-ce que ce programme abandonné, c'est toujours une blessure où on est passé à autre chose ou est-ce que c'est vraiment encore une cicatrice? Disons qu'en 5 ans, les choses ont énormément bougé. Il y a 5 ans, le projet était encore quasiment tabou auprès des équipes du Centre national d'études spatiales ou de l'Agence spatiale européenne. On parlait, quand on en parlait avec des ingénieurs qui avaient eu l'occasion d'y travailler au début de leur carrière, notamment, il y avait toujours un haussement d'épaule. Et je pense que c'était lié vraiment à l'exploitation d'Ariane 5. Pour toutes ces équipes, pendant toute l'exploitation d'Ariane 5, il y avait toujours un manque de ne pas avoir vu ce lanceur lancer Hermès. Hmm. Depuis quelques années, là, on est vraiment à une période charnière. On va tourner la page quelque part de toute cette histoire. On va remplacer Ariane 5 par Ariane 6, qui n'a rien à voir avec Hermès pour le coup. Et on se remet à parler du vol spatial habité. Euh, en prenant exemple sur des projets beaucoup plus récents, notamment ceux portés par SpaceX avec le Crew Dragon, ou avec des développements qui sont faits en Chine. Donc d'une certaine manière, on est en train de passer à autre chose. On voit beaucoup des grands industriels et des grands capitaines d'industrie parler du vol spatial habité. C'est notamment le cas des patrons de Thales Alenia Space, des patrons d'Ariane Group ou de Dassault Aviation. Ils en reparlent ouvertement et de manière positive. C'est également le cas du directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph H. Bacher. Donc, tout ça montre qu'il y a vraiment une dynamique beaucoup plus positive autour des vols habités en Europe aujourd'hui. Et d'une certaine manière, l'omerta qu'il y avait autour d'Hermès est en train de se briser. Hmm. Et c'est tant mieux. Et j'ajoute d'ailleurs à cette liste le nom de Philippe Baptiste, hein, le directeur du CNES, qui lui aussi, dans une interview récente à Ciel et Espace, disait bah voilà, le vol habité, c'est de nouveau sur la table. Donc cette ambition en héritage dont vous parlez, qui fait le titre de votre livre, elle va peut-être se concrétiser dans les années à venir. On attend des décisions importantes cette année d'ailleurs. Effectivement, on attendait presque une décision au sommet de l'espace qu'il y a eu à Toulouse entre les chefs d'État de l'Union européenne. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué qu'il espérait qu'une décision soit prise en novembre et il a invité les chefs d'État de l'Union européenne justement à y réfléchir afin que l'ambition dans le domaine des vols habités ne soit pas seulement portée par l'Agence spatiale européenne comme un projet technique, mais soit portée par l'Union européenne
comme un projet finalement politique d'affirmation de puissance. Et dans le contexte actuel, alors on enregistre ça pour être tout à fait transparent le 10 mars, en pleine guerre en Ukraine, les problématiques d'indépendance industrielle, et notamment dans le spatial, se sont reposées avec force. C'est pour vous une indication supplémentaire qu'il faut aller vers une Europe totalement indépendante et aussi sur ce secteur du vol habité ? Oui, absolument. En fait, lorsqu'on parle de l'indépendance spatiale et l'indépendance stratégique de l'Europe, on pense toujours à l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai, on dépend de beaucoup trop de choses en Europe par rapport aux États-Unis, notamment dans le matériel de défense, dans le matériel spatial. Mais il faut bien voir qu'on dépend énormément de la Russie, notamment avec les fusées Soyouz qui lançaient des satellites très importants, que ce soit des satellites OneWeb, les satellites Galileo ou Copernicus. Et même militaire, on pense à CSO-3, satellite d'observation militaire qui doit être lancé par un Soyouz en Guyane et s'il ne sera pas lancé par Soyouz. Tout à fait. Alors qu'en plus, on peut noter qu'il y avait une certaine contradiction, vu que depuis quelques années, la stratégie militaire spatiale de la France, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, est notamment de contrer les attaques de satellites hostiles, notamment des satellites russes, comme ça avait été le cas contre un satellite militaire franco-allemand en 2018. Et ces satellites, censés contrer les menaces d'hostiles venant de la Russie, étaient lancés par des fusées russes. Ouais. Donc, d'une certaine manière, il y avait là une contradiction. La période dramatique que l'on vit nous invite évidemment à nous interroger sur nos dépendances vis-à-vis de la Russie avec la guerre qu'elle mène en Ukraine, mais également vis-à-vis des États-Unis, lorsqu'on a vu, par exemple, comment nos alliés ont fait échouer un des grands contrats industriels que l'on avait dans le domaine de l'armement, comme avec l'affaire des sous-marins australiens cet automne. Donc cette indépendance européenne, elle revient à l'ordre du jour de façon très importante. Merci François Leproux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Je rappelle la publication de votre livre, donc Hermès, une ambition en héritage aux éditions JPO, donc passionnant pour comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer probablement dans l'Europe spatiale dans les années qui viennent. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. À très bientôt à l'écoute des podcasts de Ciel et Espace.